Alors, bonjour encore une fois tout le monde et bienvenue. Merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans cet univers de l'animation en distanciel. Je ne sais pas, donc pour qu'on puisse vraiment profiter de cette expérience ensemble, je vous propose quelques petites règles du jeu. Déjà, on démarre avec les caméras. Ça va me faire plaisir, comme je disais, de vous voir. Donc, je vous invite à les activer. En même temps, je comprends très bien si vous n'avez pas fini votre maquillage, surtout les garçons. Donc, je ne vais pas insister là-dessus. Pour les micros, étant donné qu'on est assez nombreux, je vous propose de les désactiver, surtout s'il y a des bruits autour de vous. Mais chaque fois que vous avez quelque chose à demander ou si vous avez quelque chose de pertinent à ajouter, n'hésitez pas de les activer. Le but est de ne pas me laisser de me lancer dans un discours. J'aimerais qu'on fasse cette intervention ensemble. En ce qui concerne les questions et les partages, faites-les venir au fil de l'eau. Il n'y a pas de session spéciale à la fin. Donc, n'hésitez pas, comme je disais, d'activer vos micros et d'intervenir. Je vous fais confiance qu'il y aura des questions pertinentes et des remarques pertinentes. En ce qui concerne le multitâche, c'est le seul qu'on veut vraiment désactiver. Je sais que vous êtes très occupés. En même temps, je vous propose qu'on essaye d'être vraiment ici. Et si ce qui se passe ne vous plaît pas, alors je vous invite à profiter de ce que je viens de dire, d'activer votre micro, d'intervenir et de dire concrètement ce que vous voudriez que ce soit de différent. Je ne sais pas, est-ce que vous savez depuis combien de temps on parle de l'apprentissage en distanciel? Quand est-ce que le mot en ligne, l'apprentissage en ligne, il est apparu? Et je vous invite pour cela d'écrire sur le chat l'année dans laquelle vous croyez que l'apprentissage en distanciel est apparu. Une dizaine d'années. Alors, qui se lance? 2005. 26, 80, 90, 2002, 25 ans. Vous n'êtes pas du tout loin. En fait, c'est en 99 que le mot est apparu concrètement. Et nous voilà, l'année qui vient de se finir en 2020, quand les deux phrases les plus prononcées ont été « Est-ce que vous voyez mon écran ?» et « Ton micro est coupé ». Donc, on a eu un avancement très rapide cette année et vous le savez très bien. Mais ce qui est intéressant de savoir est qu'en termes de pronostic, ce qu'on dit est qu'en 2021, le secteur devrait tripler sa taille. Donc, voilà d'où l'intérêt d'être vraiment dans ce train de l'apprentissage en distanciel. Et pour tous ceux qui s'imaginent qu'on va, une fois que le Covid va disparaître, qu'on va revenir à la normalité, la bonne et la mauvaise nouvelle à la fois est que la normalité a changé. Donc, le distanciel ne va pas disparaître. Voilà d'où l'intérêt d'être vraiment outillé et de pouvoir offrir à nos clients le meilleur accompagnement qu'ils méritent là-dessus. Alors, j'aimerais, avant qu'on se lance, j'aimerais savoir un tout petit peu où vous en êtes par rapport à l'apprentissage en distanciel. Voilà pourquoi je vous propose un petit sondage que je vais lancer tout de suite. Voilà, vous devrez l'avoir déjà sur votre écran. Il y a tout simplement de petites questions. Avez-vous déjà animé des formations à distance? Et quelle plateforme avez-vous déjà utilisée? La question ici est plutôt en termes en tant qu'animateur. Je sais qu'en tant de participant, vous avez déjà testé pas mal.
Je vois que 40 d'entre vous, vous avez déjà répondu. Donc, on attend juste quelques secondes de plus. Je vois entre-temps une petite question sur le chat. Est-ce que nous aurons le support? Oui, je vais vous l'envoyer dès qu'on finit. Je vois que la grande majorité vous avez répondu, donc je vais fermer le sondage et partager les résultats avec vous. Normalement, vous devrez les avoir sur votre écran. Donc, la majorité, vous me dites que vous n'avez pas animé encore, mais que vous désirez débuter. Alors, vous êtes dans le bon endroit. J'ai essayé, mais j'en ai encore besoin d'informations, 12 d'entre vous. Il y en a aussi 15 d'entre vous qui disent que vous débrouillez assez bien. Donc, on va compter sur vous pour partager vos idées. Et on voit qu'en termes d'outils, c'est Zoom qui est le plus utilisé. Pour ceux qui avaient, il y en a certains d'entre vous qui avaient dit autres outils, n'hésitez pas de partager ces outils avec nous. Vous pouvez le mettre dans le chat ou activer le micro et les communiquer. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Alors, je vais arrêter le partage des résultats. Et on continue avec notre présentation. Avant de se lancer, peut-être que ce serait pas mal de répondre aussi à la question « Qui suis-je » et qu'est-ce qui m'autorise concrètement de parler de ce sujet. Je m'appelle Catalina Mariuta. Cela fait 3 ans que je me suis installée en France. Donc, étant donné ma vie de nomade, ça fait que j'ai découvert le distanciel il y a longtemps, parce que je devais finalement pouvoir assurer les animations même à distanciel. Cela fait 13 ans que je m'amuse à accompagnement des entreprises et des personnes pour tout ce qui vient du relationnel, donc tout ce qui vient des techniques de communication assertive, mieux se connaître, identifier son comportement, management et leadership, commercial, gestion de temps, gestion du stress, de ses émotions, et aussi avec la deuxième casquette de formatrice de formateurs. J'interviens sur des formations de formateurs, que ce soit en présentiel ou en distanciel, et à la fois, j'accompagne sur des certifications au modèle de personnalité, modèle de gestion de stress ou modèle de gestion de temps. D'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse. Si jamais vous vous trouvez à la recherche d'un outil de personnalité pour l'intégrer dans vos démarches, dans vos accompagnements, je vous invite le 26 janvier à un atelier découverte qui est gratuit pour le modèle de personnalité que nous proposons. Donc, si ça vous intéresse, faites-moi un petit message, je vous enverrai l'invitation. Parenthèse fermée. Sur quoi je vous propose qu'on se concentre aujourd'hui? Comme vous le savez déjà, en ce qui concerne l'accompagnement en distanciel, on peut avoir différents types d'accompagnement. Donc, on peut avoir du coaching individuel, du coaching d'équipe, des webinaires, des tutoriels, des formations. De tout ça, on va se concentrer sur l'accompagnement de type formation. Mais aussi pour les formations, on peut avoir d'un côté les formations asynchrones. Asynchrone, c'est ce qui est déjà filmé, édité, mis sur une plateforme, sur un LMS, et qu'on peut voir en différé. Les plus fameuses plateformes que presque tout le monde connaît, c'est LinkedIn Learning, Coursera, où on peut avoir accès tous en payant un forfait, bien sûr. Et il y a aussi la formation synchrone. C'est quoi la différence? Dans le synchrone, on est tous connectés en même temps et les apprenants vont avoir accès à l'animateur pour lui poser des questions pour intervenir en temps réel. Donc aujourd'hui, on se concentre sur les formations synchrones, en distanciel et synchrone.
Plus concrètement, ce que je vous propose qu'on aborde, c'est la relation qu'on a avec le digital, quelles sont nos croyances par rapport au digital, en quoi l'expérience en digital est-elle différente et bien sûr, quelques astuces pour pouvoir s'adapter au mieux, quelques exemples de plateformes, des outils disponibles, quelques astuces sur comment on peut assurer l'interactivité en digital. Et comme je disais, j'accueille avec plaisir toutes vos questions que je vous invite à mettre au fil de l'eau. Alors, je vous propose qu'on démarre. Pour cette heure et demie qu'on a à passer ensemble, je vous propose une démarche un peu inclusive et immersive à la fois. Ça veut dire quoi concrètement? Je vais vous proposer quelques petites activités. Pour ces petites activités, je vais utiliser quelques gestes concrets et alors on va se poser en position méta après pour voir concrètement qu'est-ce que je fais et comment vous pouvez faire la même chose à votre tour. Donc, la première activité que je vous propose est qu'on découvre ensemble quel est votre regard sur la formation en distanciel, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et pour ça, on va utiliser le geste le plus courant en Zoom, ça veut dire les annotations. Donc concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez en haut de votre écran où normalement vous devez avoir une petite barre verte avec, vous voyez l'écran de Catalina Mariuzza ou You are viewing Catalina Mariuzza screen, je vous la fais en anglais. Alors, juste à côté, vous avez option d'affichage ou View Options. Vous appuyez sur ça et une fois cela fait, normalement, vous devez avoir l'option Annoter. Vous choisissez l'option Noter. Et une fois cela fait, il y a une barre à outils qui s'ouvre, d'où vous pouvez choisir l'outil texte ou l'outil dessiné si vous êtes vraiment fort. L'outil texte, il est possible que ce soit un peu plus simple à utiliser. Voilà. Et ça va vous permettre d'écrire sur mon écran. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas dans la formation en distanciel. Et bien sûr, si vous avez des difficultés à trouver, à noter, activez le micro et dites-le moi. Annoter ne s'ouvre pas. Quand vous me dites qu'Annoter ne s'ouvre pas, c'est qu'il n'est pas actif ou qu'est-ce qui se passe concrètement? Il n'est pas actif, oui. Ok, je vois que certains d'entre vous écrivent, donc ce qui fait que moi, je vous ai donné le droit d'annoter. Donc, ça tient pas de moi. Parce que tous les autres items sont disponibles, sauf celui-ci d'ailleurs. Est-ce que ça marche depuis l'iPhone? Excusez-moi. Non, si Voilà, vous êtes connecté sur iPhone, tablette ou si vous n'avez pas téléchargé l'application Zoom, il est très possible que ça ne fonctionne pas. J'ai Zoom pourtant et je suis sur Mac. Ça ne marche pas. Sur Mac, et vous avez téléchargé aussi l'application Zoom? Depuis longtemps, oui. Enfin, je vous vois bien, je vous entends bien, donc voilà. Je suis sur Mac aussi et ça marche nickel. Pas accessible. De même pour moi, je suis sur Mac et ça fonctionne. C'est juste que les écritures sont superposées. Là, je ne sais pas si c'est un bug ou si... Mais en tout cas, moi, là où j'écris, il y a plein de monde aussi qui écrit dessus. Donc, je sais Oui, pas oui, vous êtes assez nombreux. Donc, effectivement, ce n'est pas comme ça qu'on l'utilise d'habitude. Par contre, ce que je vais faire est que je vais nettoyer un tout petit peu.
Voilà, en tant qu'animateur, on a le droit d'intervenir sur la position des textes sur l'écran. Alors, on va les déplacer un tout petit peu. Faire de la place pour tout le monde. Une autre chose qu'on peut faire pour continuer un tout petit peu notre jeu. Toujours dans la barre à outils où vous avez trouvé le texte, à côté, vous devez avoir stamp, si c'est en anglais, ou c'est en français, je ne me souviens pas comment ça s'appelle. Je ne crois pas que ce soit tampon, ça doit être... c'est tampon? Oui, parfait. Donc voilà. Alors, dès que vous appuyez sur ça, alors vous trouvez là des petits cœurs, le signe d'interrogation, des étoiles, le signe pour barrer. Je vous invite à mettre des petits cœurs sur les affirmations dans lesquelles vous vous retrouvez et avec lesquelles vous êtes d'accord, le signe d'interrogation sur les affirmations qui ne sont pas très claires pour vous, et pourquoi pas aussi barrer les affirmations avec lesquelles vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Excusez-moi, je ne vois pas où les cœurs se trouvent. Où les cœurs se trouvent? Donc, juste à côté de dessiner, donc vous avez texte, dessiner et ensuite tampon. Quand vous appuyez sur excusez-moi, tampon, c'est le terme marquage. c'est marquage. Ok, alors, alors marquage. Donc, vous appuyez sur marquage et là, vous devez avoir une flèche, des étoiles, des petits cœurs. Est-ce que c'est trouvé? Mais c'est toujours dans la barre à outils d'où vous avez trouvé le texte. D'accord, j'ai trouvé. Merci beaucoup. Avec plaisir. Coupe la chérie. Oh, Bon, alors là, il y a des cœurs de partout. Hein. C'est une toile de dessin. ne pas voir la manipulation. Je suis curieuse qui a écrit ça, ce que vous voulez dire. C'est moi, c'est Muriel. Je suis formatrice en bureautique, donc tout ce qui est raccourci, etc. Eh bien, les stagiaires qui ont du mal avec le clavier, on ne voit pas, c'est compliqué à leur expliquer. Souvent, bon, ça va, je connais le clavier par cœur, donc ce n'est pas un problème pour moi, mais souvent les stagiaires ont du mal à utiliser plusieurs touches en même temps. Donc, ça pose problème. Ok. Voilà. Merci. Alors qu'en présentiel, on n'a pas de souci, on passe derrière eux. Je vois un manque d'intérêt, j'imagine que c'est un manque d'intérêt. Manque d'intérêt de la part de qui? Non? Personne n'assume l'affirmation? Pas de vision globale. Qu'est-ce que vous voulez dire par pas de vision globale? C'est pas manque d'intérêt, c'est un manque d'interaction. D'interaction, excusez-moi, j'ai fait une supposition. Manque d'interaction, ok. Merci beaucoup d'avoir dit ça. Je me permets de ne pas être d'accord avec vous. On peut avoir beaucoup d'interactions en digital. Mais je comprends que c'est votre opinion pour l'instant. Super, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Alors, il y a quelques manipulations qu'il est nécessaire que je fasse pour qu'on puisse continuer. Si vous essayez de continuer les annotations sur mon écran, il est possible que vous découvriez que ce n'est plus possible. Ce n'est pas à cause de votre ordinateur, c'est parce que j'ai coupé le droit d'intervenir sur mon écran. À votre avis, pourquoi je l'ai fait? Trop de choses.
voilà, on passe à autre chose. Et si on ne fait pas ce geste de couper le droit d'annoter, ça signifie que même si on veut passer vers une autre idée, un autre concept, je peux me retrouver toujours avec des petits cœurs ou des signes d'interrogation sur mon écran. Alors voilà quelques gestes à faire en tant que formateur quand on utilise les annotations. Le premier, arrêter la fenêtre avec les annotations parce que sinon ça va pas nous permettre de continuer la présentation. Et là, quand je viens juste de passer à notre slide, vous voyez que toutes vos belles contributions nous accompagnent. Pourquoi? Parce que l'annotation, c'est comme ça que ça fonctionne. Les annotations se mettent sur l'écran, ça ne se met pas sur le slide. Donc, voici les petits gestes que je vous disais qu'il est nécessaire de faire pour pouvoir continuer. Le premier, révoquer, comme je disais, révoquer le droit d'annoter pour les participants. Comment on le fait? Dans la barre à outils générale de Zoom, juste après le contrôle à distance, on trouve les trois petits points. Et c'est de là où on peut permettre d'annoter ou on peut révoquer le droit d'annoter. Si vous le cherchez maintenant, il est très possible que vous ne le trouvez pas parce que vous avez le statut de participant. Une fois que vous avez le statut d'animateur, vous avez plusieurs options. Une autre chose, on appuie sur la barre annoter et le premier geste à faire, ça va être de sauvegarder les informations parce qu'on veut s'appuyer sur ça au fur et à mesure de notre formation et ensuite effacer. Donc, c'est les deux dernières options disponibles à annoter. Et ça va nous permettre d'avoir l'écran libre et de pouvoir continuer avec notre présentation. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui, je me permets de me faire préciser ce dernier point. Donc, Save permet de sauvegarder l'écran et Claire de le sortir en quelque sorte de l'écran visible partout, c'est ça? De sauvegarder l'information qui était mise sur l'écran à ce moment-là. D'accord, mais les sauvegarder sur un support. De sauvegarder, ça se sauvegarde dans un petit document qui se met dans votre dossier Zoom. Moi, ce que je fais pour être sûr que j'ai les informations, je fais toujours une capture d'écran aussi. Et la capture d'écran, ça c'est sûr que ça se met sur mon écran. Donc, en fin de session, je vais la chercher et l'intégrer dans le PowerPoint pour l'envoyer. D'ailleurs, vous allez voir tout ce que vous avez marqué dans le PowerPoint que je vais vous envoyer. Merci. Avec plaisir. Pour les annotations, on peut les utiliser aussi ensemble avec le tableau blanc. Le tableau blanc, c'est quoi? C'est effectivement l'équivalent du paperboard en présentiel. Avec la différence que ça se sauvegarde automatiquement, donc pas besoin de prendre des photos. Vous allez les trouver, tout ce que vous écrivez sur votre tableau blanc, vous allez les trouver en fin de session dans le dossier Zoom. Si vous me demandez où vous avez votre dossier Zoom, je ne sais pas. C'est là où vous l'avez mis au moment où vous avez téléchargé l'application Zoom. Donc, chacun d'entre vous, vous avez, j'imagine, une direction précise quand vous téléchargez des nouvelles applications. De toute façon, d'habitude, on vous demande où désirez-vous mettre l'application. Et c'est là où, après chaque session, on va vous mettre le dossier de la session avec les enregistrements, si vous en avez fait, et tout ce qui tient des annotations sur le tableau blanc. Je vois une question, les tableaux blancs en sous-groupe sont-ils enregistrés automatiquement aussi? Pas de ce que je sais. Parce qu'une fois que c'est parti dans les petits groupes, je ne sais pas s'il y a encore le contrôle. En petit groupe, moi, ce que je fais est que je leur donne plutôt un document à remplir de type ou un autre outil qu'on combine avec Zoom, ou sinon un petit document de type Google Slide, où tout le monde peut écrire à la fois. Donc, je crée le Google Slide, je leur fournis le lien
Et ça fait que je vois en temps réel ce qu'il travaille. Est-ce que je suis claire sur ça? Oui, non? Oui. Alors, donc, pour ceux qui ont des doutes là-dessus, pour ouvrir le tableau blanc, tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur le grand bouton vert avec partage. Si vous êtes déjà dans le partage, vous allez appuyer sur nouveau partage et vous choisissez le tableau blanc. Il n'y a rien de plus simple que ça. Au moment où on passe en digital, donc vous avez, si je reviens un petit peu aux remarques que vous avez faites sur les inconvénients que vous voyez en distanciel, par exemple la perception de manque d'interaction, la perception de difficultés techniques et tout ça, voilà ce qui me fait dire qu'au moment où on passe en distanciel, c'est vraiment au-delà de maîtriser un outil visio de type Zoom. Passer en digital, ça signifie maîtriser les outils. Avant de les maîtriser, faire un choix judicieux d'outils, parce que la bonne nouvelle est qu'il y a beaucoup d'outils, la mauvaise nouvelle est qu'il y a beaucoup d'outils. Donc, à un certain moment, il faut cerner, il faut trancher et voir qu'est-ce qu'on utilise concrètement pour tout ce qui tient de l'interaction. Mais ça signifie aussi accepter qu'il est nécessaire de transformer le contenu dans son intégralité. Donc, on ne va pas pouvoir garder exactement le même contenu, les mêmes activités qu'on a en présentiel, de se mettre devant l'ordinateur et de passer un Zoom et d'avoir l'attente de faire exactement la même chose. Ça ne va pas être possible. Ensuite, il est nécessaire de changer de posture et aussi de faire les choix judicieux pour gagner en efficacité. Quand je dis gagner en efficacité, ça veut dire quoi exactement? Concevoir les activités de telle manière pour pouvoir les utiliser d'une session à une autre et aussi pouvoir gérer tout ce qui tient du process administratif, parce que n'oublions pas que la France au moins reste un pays assez administratif. Donc, de pouvoir gérer le process entier de manière qu'on ne fasse plus d'administratif que ce qu'on anime. Donc, voilà les choix à faire et les aspects à faire. Donc, ce qui nous amène en fait qu'il est nécessaire d'adapter son processus entier de formation. Voilà pourquoi nous avons développé une formation complète là-dessus. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est en fait tout simplement un aperçu de ce qui se passe dans la formation complète. Qu'entendez-vous par changer de posture? Par changer de posture, ça signifie réanalyser concrètement tout ce qu'on utilise en termes de technique, en termes de manière de communiquer avec les participants, de comprendre quels sont nos besoins, de comprendre où est la limite du distanciel, mais aussi où sont les avantages du distanciel pour pouvoir être à l'aise. C'est ça ce que je comprends par changer de posture. Réussir à être à l'aise pour ne pas être crevé à la fin d'une journée d'animation. Ce n'est pas ça le but. Le but est de donner de notre savoir-faire, mais en gardant un équilibre interne et en pouvoir continuer avec nos vies après ce qu'on finit avec les animations en distanciel. Donc, de dépasser le « je n'aime pas », mais je le fais parce que c'est demandé ou je le fais parce que je n'ai pas le choix. D'arriver au point où on le fait parce qu'on a vraiment envie. Et croyez-moi, il peut y avoir du plaisir dans le distanciel. Alors, pour démarrer au bon pied, je vous propose que vous vous posiez quelques petites questions. La première, quel est votre style en tant qu'animateur et quels sont les besoins qui en dérivent? Pourquoi c'est important de comprendre tout ça? Parce que de nouveau, pour réussir d'être à l'aise, il est nécessaire de ne pas nier ce besoin, mais au contraire de trouver des solutions pour tout ça.
Un exemple concret. Mon style, il est beaucoup plus dans l'interactivité, dans la facilitation et moins dans le transfert descendant d'informations. Ce qui fait que j'ai fait des efforts pour m'outiller avec une vingtaine d'outils d'interactivité qui me permettent de faire ce que moi je désire faire lors de mes formations. Un autre aspect, en tant que fonctionnement, moi je fonctionne beaucoup sur le visuel. Ça veut dire quoi concrètement? J'ai besoin de vous voir. Donc je ne sais pas si ça vous aide ou pas, mais moi ça m'aide de me charger de votre énergie et de vous donner ce dont vous avez besoin. Donc voilà pourquoi j'ai fait la demande que vous activiez vos caméras. Pourquoi? Parce que ça répond à mon besoin, ce qui me permet de, comme je disais, de faire de mon mieux. Ensuite, quelles sont vos convictions par rapport au distanciel? Pourquoi c'est important de le comprendre? Parce que de nouveau, si on part avec l'idée, ce n'est pas pareil, je n'aime pas, c'est pas possible de faire ça, c'est pas possible de faire ça, alors il est possible que vous ne preniez pas votre pied en ce qui concerne l'animation en distanciel. Un autre aspect à analyser, c'est aussi quel est mon niveau de compétence en digital. La réalité est qu'on ne part pas du même niveau. J'ai accompagné des personnes qui avaient tout simplement besoin d'un peu d'aide pour transformer le contenu, pour transformer les activités. Et j'ai accompagné aussi des personnes qui n'avaient jamais utilisé Google Drive, qui n'avaient jamais créé un compte Zoom. Donc voilà, le niveau va être différent et c'est à chacun d'entre vous de faire une petite analyse. Qu'est-ce qui est à mettre à page en ce qui concerne vos compétences? Et une dernière question que je vous propose que vous abordiez, c'est quel est le regard de vos clients par rapport à la formation à distance? Pourquoi c'est nécessaire de le savoir? Moi, j'ai dépensé beaucoup d'énergie à convaincre mes clients qui n'aimaient pas le distanciel sans l'avoir même essayé. Donc, au lieu de vendre la prestation, j'étais obligée de vendre la prestation en format digital. Donc, ça, c'est à savoir par rapport à vos clients, est-ce qu'ils sont ouverts et tout ce que vous avez à faire, c'est de répondre à leur demande ou en fait, il faut les convaincre sur l'idée de passer en distanciel. Alors, de nouveau, je vous propose qu'on fasse d'une pierre deux coups. Ça veut dire quoi concrètement? Prendre un petit moment de réflexion pour ces 4 questions et en même temps tester les groupes de partage en Zoom. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Le premier pas, ça va être de télécharger le document que je vais vous mettre tout de suite en Zoom, le document en conversé. Le document que je vais vous mettre, ce n'est que le slide précédent avec les questions que je viens de mentionner. Alors, je sors un tout petit peu du plein écran pour pouvoir avoir accès à mon document. OK. Maintenant, il est accessible en conversé. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de le télécharger. Merci beaucoup de ne pas écrire un chat en ce moment-là parce que le plus vous écrivez, le plus le document ne va pas être visible pour ceux qui ne l'ont pas téléchargé encore. Et pour ceux qui, si vous avez des soucis à le télécharger, je vais revenir au slide précédent et vous pouvez faire une capture d'écran. Le but est tout simplement que vous ayez les questions sur lesquelles il est nécessaire d'échanger.
Est-ce que vous pouvez me confirmer si vous avez le document d'une forme ou d'une autre? C'est bon, Jean-Marc, super, Frédéric, Sonia, Delphine. Si vous n'avez pas réussi de l'avoir encore, activez vos micros et dites-nous votre problème. Peut-être qu'on peut aider. Ok, super. Je vois que la grande majorité, vous l'avez. Alors, moi, je vais créer les espaces de partage, étant donné que vous ne connaissez pas entre vous, sauf si vous avez fait une réunion avant que j'arrive. Alors, pas besoin que je pose la question, avez-vous des préférences sur la manière de créer les groupes? On va laisser l'univers faire lui-même. Vous étant si gentil, comme vous l'êtes, vous avez accepté mon invitation d'aller dans les groupes de partage. Et une fois dans les groupes de partage, ce que vous avez à faire, c'est de passer 10 minutes avec le collègue ou les collègues que vous avez retrouvés. Normalement, vous allez être à 3 pour échanger sur les questions du slide précédent. Maintenant, il y a quelques hypothèses. La première, vous pouvez vous retrouver seul dans la petite salle d'échange. Si c'est le cas, tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur « Inviter l'animateur ». Moi, je viens, on voit quel est le problème et je vais vous déplacer dans une autre salle pour que vous pouviez échanger finalement. Quand vous avez fini, vous allez être basculé automatiquement dans la grande salle. Au cas où ça ne se passe pas, peu importe pourquoi vous vous égarez, il n'y a aucun problème. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer de nouveau sur le lien de connexion que vous avez utilisé en début de session et ça va vous faire revenir dans la grande salle. Donc, rien n'est perdu. Alors, je vais créer les groupes de partage tout de suite. Comme vous pouvez le voir, je vous raconte un tout petit peu pendant ce que je fais les groupes de partage. Comme vous pouvez le voir, une des différences du distanciel est qu'on a pas mal de manipulations à faire en tant qu'animateur. Ce qui n'est pas très différent du présentiel. En présentiel aussi, on a des manipulations à faire. On allume le vidéoprojecteur, on fait bouger le paperboard. La différence en distanciel est qu'on ne voit pas ce que l'animateur fait. Étant donné que ça peut créer en tant qu'animateur un stress et ça peut nous mettre dans la position de désirer le faire rapidement, la réalité est que ça prend le temps que ça prend. Donc, on ne peut pas faire des trucs de magie. Alors, mon choix, pour ne pas paniquer, pour ne pas donner l'impression que je me suis plantée, que je ne sais pas ce que je fais, mon choix est de raconter les gestes que je fais pendant que je les fais. Voilà, je vais partager l'écran. J'ai besoin de 2 secondes pour créer les groupes de partage. Donc, au fur et à mesure que je fais les gestes, je raconte tout simplement. Alors, cela étant dit, les groupes de partage sont créés pour 10 minutes. Et vous allez avoir une invitation pour joindre la salle sur votre écran. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur Join Room. Bien revenu. Alors, on attend encore quelques petits secondes à ce que tout le monde revienne. Voilà, je vois que presque tout le monde est revenu. Donc, activez vos micros et dites-moi s'il vous plaît comment c'était. Super. Super. Génial.
Très bien, très Très intéressant. bon échange. C'est très intéressant. Intéressant. Un Ça peu fait du bien. frustrant quand même. Un peu frustrant. Sympa. Pourquoi frustrant? Et parce qu'en fait, on était en pleine conversation et on ne s'est pas dit beaucoup de choses en si peu de temps. Il y a quand même quelques paroles de prise de connaissance. Et puis après, on tâtonne un peu et quand on commence à être lancé sur le sujet, c'est fini. Vous avez complètement raison. En même temps, en revenant à l'objectif de la session n'était pas vraiment d'aller en profondeur sur cet échange, mais plutôt d'avoir l'expérience d'échange dans les petits groupes. Et oui, je sais que ça peut donner des frustrations aux participants, mais en même temps, si on regarde un peu dans notre angle, on voit aussi un grand bénéfice du distanciel. Parce que je ne sais pas quelle est votre expérience en présentiel, mais moi, avec les petites activités en groupe, j'ai toujours le même résultat. On a besoin d'encore 5 minutes. 5 minutes, s'il te plaît, on n'a pas fini. En distanciel, voilà, c'est fini les négociations. Le temps s'est écoulé, tout le monde est basculé dans la grande salle. Bien sûr, on a la main en tant qu'animateur. Si on voit qu'il y a vraiment des problèmes, ils n'ont pas réussi à finir, on peut à tout moment prolonger la durée de l'activité. Mais comme on sait très bien, dans beaucoup de cas, le process il est plus important que la finalité. Donc voilà, en ce qui me concerne, c'est un gain de temps dès qu'on passe en distanciel pour les groupes de partage. Et étant donné que j'ai vu en chat la question comment on fait les groupes de partage, alors discutons de comment on fait les groupes de partage. En fait, c'est très très simple. On choisit l'option Breakout Rooms, diviser les groupes qu'on trouve toujours dans la barre d'outils de Zoom. Il y a une seule barre d'outils, donc il n'y a pas de quoi se tromper. Par contre, à savoir que ce n'est pas disponible pour les comptes gratuits. Donc, mais de toute façon, j'anticipe la question parce que je sais que la gratuité est une grande question. C'est à faire le deuil de l'idée qu'au moment où on passe en distanciel, ça doit être gratuit. Ça ne peut pas être gratuit. Personne ne travaille pour personne. Donc, ceux qui travaillent pour concevoir de bons outils pour qu'on puisse faire des animations professionnelles doivent vivre leur vie aussi. Et au moment où vous pensez vraiment vous lancer en distanciel, il est nécessaire de vous établir un budget que vous êtes prêt à payer et l'outil Visio doit faire partir de ce budget. Donc, vous choisissez l'option diviser les groupes. Vous avez l'option de faire les groupes de manière automatique. Ça veut dire quoi? Le logiciel va prendre la liste tout simplement et va vous partager les participants de manière automatique ou vous pouvez le faire de manière manuelle. Je n'ai pas eu le temps de changer ça. Depuis 2 semaines, Zoom propose aussi l'option que les participants choisissent le groupe dans lequel ils veulent aller. Pourquoi c'est intéressant de pouvoir le faire manuellement? Parce que déjà, parfois, c'est judicieux de les mettre en groupe d'une certaine façon par rapport aux résultats qu'on désire. Et en plus, imaginez-vous dans une session d'une journée entière, si on le fait toujours de manière automatique, le logiciel va faire exactement le même groupe. Et on sait très bien qu'en tant que formateur, on a tout intérêt de mixer le plus possible pour qu'ils puissent profiter des échanges plus divers. La bonne nouvelle, surtout pour les personnes comme moi qui n'ont pas le maths comme point fort, est qu'on choisit à tout moment, vous voyez, assigner des participants dans et on a le nombre à choisir. Au moment où on augmente le nombre de pièces de salle ou on diminue le nombre de salles, en bas, il nous calcule combien de participants il nous met par salle. Donc, il n'y a rien à calculer. Il faut tout simplement savoir combien de participants on veut par salle et le logiciel fait le calcul pour nous. Ensuite, pour gérer les groupes de partage, on a des options, ce que je trouve que c'est pas mal. On peut
cocher l'option de déplacer directement les participants sans qu'ils puissent appuyer sur « Je joins la salle ». Et ça les fait basculer directement dans la petite salle. On peut permettre aux participants de revenir dans la grande salle. S'ils ont fini plus tôt, moi je coche toujours ça. Pourquoi perdre le temps dans des discussions inutiles? On peut commencer un débrief un peu plus tôt. On met le temps qu'on veut que l'activité dure. Comme je disais, au moment où le temps s'est écoulé, en tant qu'animateur, vous recevez un message qui vous dit voilà, le temps c'est fini. Est-ce que vous voulez arrêter ou prolonger? Donc, rien n'est figé en marbre. Et on peut donner aussi un temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais normalement, vous avez reçu une petite notification 1 minute avant que le temps s'écoule. Pourquoi? Pour que tout le monde puisse dire voilà, une petite mot pour finir, pour diminuer un tout petit peu la frustration. Ça n'élimine pas complètement, mais ça diminue un tout petit peu. Donc, voilà pour les groupes de partage. Ce qui est bien de savoir est une fois que les participants sont dans les groupes de partage, c'est effectivement l'équivalent du présentiel quand on les envoie dans des salles plus petites. Donc, ce qui fait qu'ils n'ont plus accès à votre écran. Donc, voilà pourquoi il est vraiment nécessaire que tout ce que vous avez comme consigne soit donné en amont pour vous assurer que tout le monde sait ce qu'il faut faire. Moi, j'ai choisi de vous donner un PowerPoint, un PDF, un conversé. Une autre manière de le faire est de leur demander de faire une capture d'écran, mais de toute façon, il faut s'assurer qu'ils savent ce qu'il y a à faire avant de partir dans les groupes de partage. Y a-t-il des questions là-dessus? Oui, c'était combien de salles? On a le droit jusqu'à combien de salles? Ce n'est pas le nombre de salles qui est imposé, mais c'est le nombre de... c'est jusqu'à 200 participants qu'on peut mettre dans des salles. D'accord, merci. Je dis que ça suffit pour des formations. Largement, oui. Et est-ce que les salles sont incluses automatiquement dans l'abonnement professionnel de Zoom? Oui, si vous ne le trouvez pas une fois que vous avez téléchargé l'application et vous ne le trouvez pas dans la barre d'outils, une chose à faire, c'est d'aller en ligne sur votre compte en ligne et en réglage, vous allez trouver une liste énorme d'options. Cherchez l'option groupe de partage et assurez-vous que c'est coché. C'est dans les paramètres. C'est dans les paramètres. D'autres questions? Est-ce qu'on peut l'avoir en français? Oui, bien sûr, c'est vous qui décidez. D'accord. Oui. J'avoue que j'ai du mal à tout ce qui tient de l'informatique en français. Non, mais c'est toujours dans les paramètres. Il y a le langage en haut à droite et il faut cocher votre langue. Mais oui, vous pouvez choisir la langue que vous désirez. Ça, c'est clair. D'autres questions? Alors, je prends votre silence collectif comme non et on continue. C'est une truc. Je vous propose qu'on jette un œil sur les différences du distanciel et voir ensemble quelques petites astuces pour faire la transition d'une manière la plus simple possible. Alors, la première différence, c'est vraiment quelque chose de très, très évident, mais c'est effectivement la dépendance totale de l'Internet. Et c'est de la présence de l'Internet et de la qualité de la bande passante. Et alors, quelques petites choses qu'on peut faire, c'est déjà d'utiliser une connexion plutôt filaire, donc mettre le câble directement dans le câble de la box et ne pas se mettre en Wi-Fi, surtout si vous n'avez pas une bande passante extraordinaire, si vous n'avez pas la fibre.
Une autre chose, c'est de prévoir à tout moment un plan B. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui arrivent. Je me suis retrouvée 2 jours sans Internet parce qu'il y a eu des travaux dans la rue. C'est très pratique quand tu es en 100% bien distanciel de ne pas avoir d'Internet. Alors voilà, j'ai un forfait complètement séparé de 60 gigas pour le 4G. Et ça me suffit largement de faire des sessions pendant 2-3 semaines, même des sessions journée entière. Ensuite, il est nécessaire de s'assurer que les participants, eux aussi, ont une bonne connectivité. Parce que sinon, c'est la galère. Effectivement, c'est la galère. Une autre différence, de nouveau, c'est quelque chose de très, très évident, mais parfois, on oublie de s'assurer que tout le monde est au courant de nos désirs. Alors, partons du fait que le cadre change complètement. Et étant donné que le cadre change complètement, il est nécessaire de faire un mail aux apprenants dans lequel on explique nos attentes de point de vue de comportement. Qu'est-ce qu'on désire concrètement? Quelques aspects qu'on peut introduire sont bien sûr les classiques, les documents qu'on a envoyés, le lien pour se connecter, la durée, ça c'est vraiment du bon sens. Mais quelques aspects qu'on ignore d'habitude, c'est leur demander de se connecter avec 5-10 minutes en amont. Pourquoi? Parce que on a l'impression que si on a réglé ça une fois et que tout le monde a pu se connecter, la prochaine fois, il n'y aura pas de problème. Mais j'ai constaté que tout le monde ne se connecte pas du même appareil chaque fois. Donc, ce qui fait que même si on n'a eu aucun problème aujourd'hui, si on a une autre session demain, il peut y avoir toujours des problèmes. Et alors, ce petit temps en amont de connexion, ça peut aider à ce qu'on règle leurs problèmes de connexion et qu'on puisse démarrer vraiment à temps. Ensuite, étant donné qu'il y a un chevauchement dans cette période dans laquelle on bouffe toutes sortes de webinaires, il y a un chevauchement de terminologie entre les webinaires, les formations, et beaucoup s'imaginent que si c'est en ligne, c'est que je peux me mettre tout simplement avec mes écouteurs sur le canapé et écouter tout simplement, on va demander rien de moi. Si vous désirez qu'ils interviennent, si vous désirez qu'ils activent leur micro et qu'ils participent, il est nécessaire de l'exprimer pour qu'ils se mettent dans un endroit tranquille qui permet de faire ça. Je ne peux pas vous imaginer combien de fois j'ai eu des personnes qui étaient dans les transports en commun, qui étaient avec tous leurs enfants à côté, le chat, le chien, voilà. Et moi, je leur demandais d'activer le micro et d'intervenir. Et ensuite, je regrettais. Ensuite, de vérifier tout ce qui vient de caméra, de micro, de prévoir par exemple des écouteurs. Pourquoi? Parce que sinon on a des interférences horribles et c'est très difficile de suivre. De prévoir de quoi écrire, de prévoir un verre d'eau, du thé. De nouveau, je sais que c'est du bon sens, mais vous ne pouvez pas vous imaginer le temps que j'ai perdu avec tout le monde qui me disait je m'absente juste 2 minutes, j'ai besoin d'un crayon, je reviens. J'ai besoin d'un verre d'eau, je reviens. Donc, on veut régler tout ça en amont pour qu'il y ait une interaction fluide. Et bien sûr, c'est à vous de découvrir qu'est-ce qui est important et si quelque chose est important, de le mettre dans ce mail. Un autre aspect qui a changé vraiment de manière radicale mes interventions, c'est ce que moi j'appelle la session 0. Pourquoi je l'appelle la session 0? Parce qu'il n'y a rien en termes de transfert de savoir-faire, mais on se voit en amont de la formation pour une vingtaine de minutes, une demi-heure, 1 heure, en fonction, ça dépend beaucoup de la durée de la formation et des aspects qu'on a précisé. Donc, le but est de se connaître, de poser le cadre, que je m'assure que de point technique, tout le monde est au courant de ce qui est nécessaire. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut
qu'on peut régler les petits aspects. Je crois que Muriel, c'était vous qui me disiez en amont des problèmes techniques, de la tastature, de tout ça. Donc, tout ce qu'on a besoin qu'ils fassent, on s'assure dans cette session 0 qu'ils sont capables de le faire. Et ça fait qu'au moment où on démarre la formation, on se concentre sur la formation en soi, mais on ne doit pas s'interrompre à tout moment. « Ah, mais moi, je ne trouve pas les annotations. Mais moi, je ne sais pas comment faire ça. Mais moi, je ne sais pas où appuyer. Ah, mais ma fenêtre Zoom, elle est disparue. Qu'est-ce que je fais? Je ne vous vois plus. » Donc, je ne dis pas que ça va disparaître complètement, mais ça diminue tout ce genre de problèmes. Donc, si vous voulez, ça va être une session de briefing technique et de mise à niveau pour s'assurer que tout le monde a les connaissances nécessaires pour pouvoir participer. Et bien sûr, c'est ici aussi où vous allez réitérer vos exigences. Par exemple, moi, je précise toujours, connectez-vous plutôt sur un ordinateur parce qu'une tablette, ça ne va pas être si facile, ça va être embêtant. Je vais vous proposer beaucoup d'activités et ça va être difficile de participer, d'écrire, de choisir les cartes et tout ça. Ensuite, il est nécessaire de prévoir une marge de temps un peu plus large pour tout ce genre de problématiques qui peut apparaître. Donc, vous pouvez vous attendre à ce qu'il soit déconnecté de temps en temps, et ce n'est pas par manque d'intérêt, mais tout simplement parce que la connexion Internet n'est pas suffisamment bonne, ou il y a un tas de choses qui peuvent arriver. Une autre différence est effectivement la possibilité de mouvement qui est un peu plus réduite. D'ailleurs, quelqu'un d'entre vous, vous avez marqué en tout début le fait d'être collé à la chaise. Oui, je suis avec vous, c'est le popotant sur la chaise, ça peut, une journée entière, ça peut fatiguer, même plus que travailler le jardin. C'est une autre manière de fatiguer notre corps, mais c'est toujours une fatigue. Alors, c'est nécessaire à comprendre que ça va avoir un impact sur la durée et sur les activités possibles. En termes de format, si on a un mot à dire, parce que beaucoup de fois, le client vient avec sa demande très précise. Par exemple, avec les universités, j'ai eu ce genre de discussion où il me disait, écoutez, nous, on a calé ça dans l'agenda depuis une année, on peut changer rien dessus. Le 23, on a la formation. Vous voulez intervenir ou pas? Il n'y a pas d'autre question là-dessus. Donc, parfois, il y a une demande très spécifique. Mais au moment où on peut établir avec le client le séquençage, ma suggestion est d'aller plutôt vers des sessions avec un format de 2 heures ou 3-4 heures. Moi, ce que je fais d'habitude, c'est des 2h30 et en fonction du type de formation, ça peut être 5 sessions de 2h30 ou 9 sessions de 2h30 et je les mets plutôt une session par semaine. Bien sûr, chaque session avec un objectif très clair et avec du travail intersession. Et ça permet d'avoir plutôt une vision globale sur 1 mois ou 2 mois que d'avoir une journée fatigante et ensuite on n'a aucune idée de ce qu'ils mettent en place concrètement après. Donc, et ça fait que c'est moins fatigant. C'est moins fatigant, c'est plus engageant. Au moment où vous n'avez pas le choix et vous êtes obligé d'aller vers une journée entière, alors dans ce cas-là, il est nécessaire de ne pas oublier les pauses. De ne pas oublier les pauses, que les pauses soient un peu plus longues que ce qu'on fait en présentiel. Par exemple, si en présentiel, je donne des pauses de 15 minutes, en distanciel, je pars plutôt vers 20-25 minutes de pause. Pourquoi? Parce qu'il est nécessaire de bouger. Ce que je fais aussi est que je propose beaucoup de fois tout simplement des exercices qui font bouger le corps, de genre, voilà, on se lève, on bouge un tout petit peu les épaules, on bouge les jambes, on danse, ça dépend beaucoup de ce que le groupe m'inspire, bien sûr, parce qu'on ne va pas proposer la même chose pour chaque groupe. Ensuite, chacun seul, j'imagine que cette question c'était par rapport à la pause.
Alors, pour les pauses, ça dépend beaucoup du groupe. J'ai proposé aussi les pauses collectives. Par contre, il y a beaucoup de fois, je vois, il y en a ceux qui de temps en temps restent avec les autres pour échanger, pour remplacer un tout petit peu les pauses café qu'on a en présentiel, mais la réalité est que beaucoup de fois, ils préfèrent tout simplement prendre la pause technique. Pipi, on ne va pas faire ensemble. Voilà, donc chacun va avoir besoin d'une petite pause individuelle, ça c'est clair. S'ils fument, ils ne vont pas prendre l'ordinateur sur le balcon ou dans le jardin. Et beaucoup de fois, ils profitent aussi pour passer les coups de fil, pour rester effectivement connectés dans le reste du temps. Donc, mais en même temps, c'est une chose à leur demander. Est-ce que si vous avez la nostalgie des pauses café du présentiel, est-ce que vous préférez qu'on fasse des groupes de partage? Et voilà, si vous désirez partager entre vous pendant les pauses, moi, je vous crée le cadre. C'est une chose que vous pouvez proposer. En ce qui concerne les activités, il est nécessaire de repenser le tout, de recréer les activités de manière de les impliquer le plus possible. Effectivement, une des choses que vous m'avez dit tous en début de session, c'est l'idée de on peut se désengager rapidement, on peut se déconnecter mentalement rapidement. C'est vrai. Alors, c'est à nous, les animateurs, de s'assurer qu'ils sont impliqués le maximum possible. Est-ce que jusqu'ici, vous avez des choses à compléter? Peut-être que vous avez d'autres idées. Je vois une question. En fractionnant la formation en plan de séances séparées, on ne prend pas le risque de perdre certains stagiaires sur certaines séquences. Oui et non. Moi, ce que je fais est que dans la session 0, j'amène la discussion aussi sur le séquençage et sur les dates. Donc, en ce qui me concerne, les dates ne sont jamais figées en marbre. On prend la session 0 pour proposer les dates et tout le monde donne l'accord. Et bien sûr, ça signifie que je me rends disponible pour changer tout ce qui ne leur convient pas. Et tant qu'ils sont intéressés par le thème, tant qu'ils sont intéressés pour le sujet, moi, je n'ai pas eu de problème jusqu'à maintenant. Une autre différence, c'est qu'on ne peut pas se toucher. L'échange d'énergie, effectivement, n'est pas le même. C'est une réalité. Alors, voilà pourquoi il est nécessaire de compenser tout ça en créant une énergie qui circule, en créant une atmosphère de complicité, en créant une atmosphère dans laquelle on a vraiment envie d'échanger. Par exemple, ce qu'on vit maintenant en étant 50 participants, bien sûr que ce n'est pas ce qu'on vit dans une formation avec 10 ou 12 participants où on peut vraiment échanger tous et en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Ne pas louper les prises glace. Je trouve qu'elles sont beaucoup plus importantes en distanciel qu'en présentiel parce que ça aide à créer cette atmosphère dont je viens de parler. Tout ce qui tient du sourire, de l'ambiance que l'on crée, ne soyez pas radins avec le sourire parce que c'est à nous, les animateurs, de générer l'énergie pour qu'ensuite elle puisse circuler. Et bien sûr, un autre aspect qui est très important, c'est d'autoriser les micros ouverts tant qu'on est à moins de 15. Moi, ce que je fais et que je leur dis dès le début, laissez les micros activés tant que vous savez qu'il n'y a pas de bruit autour de vous. Bien sûr, s'il y a le bébé qui crie, je vous fais confiance que vous allez le désactiver vous-même. Et sinon, à savoir qu'il y a une démocratie limitée, je me réserve le droit de désactiver vos micros au cas où il y a des bruits chez vous et vous ne vous en rendez pas compte. Mais pourquoi les laisser activer? Parce que ça aide à ce qui n'est pas nécessaire, la gymnastique d'aller activer le micro à chaque fois et les échanges sont beaucoup plus fluides dans ce cas-là. Et dans tout ce que vous proposez comme activité, d'intégrer aussi des activités où ils peuvent utiliser le toucher.
il y en a. Une autre différence, c'est que le temps de réaction, il est beaucoup plus long en distanciel. Pourquoi il est plus long? Pour plusieurs raisons. Déjà, le son, il n'est pas instantané. Donc, le moment où je parle, le moment où vous m'entendez, ce n'est pas instantané, ce n'est pas dans la même seconde. Les problèmes de connectivité, ça rajoute au décalage qu'on peut avoir. Ensuite, vous avez bien sûr besoin d'un temps de processer la question, de comprendre ce que moi je vous demande, ensuite de réfléchir à ce que vous voulez répondre et si vous avez le micro désactivé, de faire la gymnastique d'activer le micro. Donc, ce qui fait que j'ai rajouté, comme vous pouvez le voir, quatre segments de temps un des challenges en distanciel est effectivement d'accepter les silences. Parce qu'on a l'impression que tout le monde doit nous répondre à l'instantané, ça ne va pas arriver. Donc voilà pourquoi il est nécessaire d'apprendre à leur laisser le temps nécessaire et d'apprivoiser le silence. Ça veut dire quoi concrètement? On pose une question, on sourit et on attend. On attend en comptant jusqu'à 6-7 ans. C'est le temps à peu près nécessaire pour les 4 segments que je viens de mentionner. Mais effectivement, dans un premier temps, on vit des grands moments de solitude. Et ça met un tout petit peu de temps d'intégrer, voilà, un autre exemple de quand je disais de changer de posture, voilà un autre exemple concret à intégrer. Une autre différence, c'est que les participants peuvent se cacher davantage. Maintenant, la réalité est que même en présentiel, parfois ils peuvent éprouver le besoin de se cacher. C'est juste que le contexte ne leur permet pas trop. Mais en distanciel, s'ils ne sont pas contents, s'ils ne sont pas engagés pour de vrai par ce qu'on propose, ils ont la possibilité de désactiver la caméra ou même avec la caméra activée, de prendre tout simplement le téléphone et de pianoter, voir ce que le voisin mange. Donc voilà, ça peut se faire. Alors, voilà pourquoi quelques aspects qu'on peut faire, c'est de les inciter à allumer la caméra déjà, de valider, de voir avec eux le programme des pauses, comme ça, s'ils ont eu un mot à dire, si vous leur proposez 15 minutes, ils disent on a besoin de 30 minutes, alors leur laisser le temps des pauses nécessaires et de s'assurer que le temps qu'ils ont dit qu'ils veulent être avec vous, ils le seront. Et bien sûr, on revient toujours à la même chose, de les impliquer au maximum. Qu'avez-vous d'autres comme idées, comme astuces par rapport à tout ce qu'il y a comme différence? N'hésitez pas d'activer vos micros. Alors, c'est peut-être aussi d'être un peu plus interactif, les faire participer davantage à répondre, soit par de la communication comme là, verbale, ou alors par le fait de manipuler l'ordinateur, comme on a fait tout à l'heure avec le sondage. Voilà. Moi, j'ai la problématique d'un stagiaire, alors c'est sur une petite formation, hein, on est 4, qui ne met jamais sa caméra. Et c'est vrai que j'ai un problème de savoir comment aborder le fait avec lui que j'ai l'impression qu'il n'est pas là. Quand vous disiez tout à l'heure en tout début que vous aviez besoin de nous voir, là, moi, je me dis c'est pareil. Alors, ma question, c'est est-ce que je peux lui obliger, entre guillemets, à mettre sa caméra? Moi, je partirais déjà sur lui poser la question, y a-t-il une raison pour laquelle tu n'actives pas la caméra? Oui. Parce que j'ai vu que beaucoup de fois, par exemple, j'interviens dans un grand groupe où en tout début de pandémie, on leur avait inculqué l'idée ne mettez pas les caméras parce que ça va, notre bande passante ne va pas pouvoir supporter. Et même des mois après, certains sont restés avec cette idée, même si ce n'est plus le cas. Et alors, s'ils viennent avec l'idée de ma bande passante n'est pas suffisamment bonne, moi, ce que je dis d'habitude, c'est voilà ce que je te propose. Mets la caméra. Si jamais il y a vraiment des problèmes, tu peux la désactiver après. Mais moi, ça va m'aider de voir que tu es là.
Et si jamais il y a vraiment un problème de bande passante, alors je leur demande tout simplement, est-ce que tu peux miauler de temps en temps pour que je sache que tu es là? Donc, de toute façon, exprimer que c'est un besoin à nous en tant que formateurs, mais aussi c'est un besoin de tout le monde parce que ça permet d'interagir de manière plus fluide quand on ne parle pas un petit carré noir. Surtout pour quelqu'un qui, pardon, excusez-moi de vous couper, surtout pour quelqu'un qui vise la formation de formateur, pour le coup. Oui. Il y a un peu de mal à lui faire comprendre que si lui reste caché derrière son petit bonhomme, ça va être difficile. Mais dans ce cas-là, on a un sac entier d'arguments parce qu'on peut surtout au moment où on arrive sur des sujets, comment on utilise les canaux visuels, auditifs, kinesthésiques, et on explique que ceux qui utilisent de manière prépondérante le canal visuel vont avoir besoin de voir, tout simplement, et qu'ils écoutent avec les yeux et qu'ils ont besoin de voir le visage des autres pour comprendre l'intégralité de ce qu'ils disent. Donc, alors, c'est peut-être aussi de valoriser justement cet usage-là pour une collaboration. Le faire collaborer en lui expliquant que c'est une collaboration qui va lui apporter aussi bien des renseignements sur l'apprenant que par rapport à lui aussi. C'est un échange continu. C'est classiquement le genre d'échange qu'il est nécessaire d'avoir dans la petite session qu'on fait en amont, dont je vous ai parlé, dans laquelle on explique nos besoins, les petites règles de jeu qu'on propose, voir si tout le monde est d'accord, s'ils ne sont pas d'accord, pourquoi ils ne sont pas d'accord. Parfois, ils ont besoin d'aide, tout simplement. Effectivement, je vois que quelqu'un écrit sur le chat qu'il y en a qui n'ont pas de caméra. Il y a quand même des solutions pour tout ça. Le téléphone portable, il peut être transformé en caméra. Donc, tout ce qu'ils ont à faire, c'est, s'ils n'ont pas l'argent de prendre un petit support qui n'est pas si cher que ça, il y a maintenant, même avec 10, 15 euros, de le scotcher sur l'ordinateur. Donc, il y a des solutions, tant qu'il y a le désir d'être là. Mais je rejoins Patricia qui dit, c'est vrai que moi, cette session 0, je la faisais juste par un entretien téléphonique, en fait, où je présentais la formation, mais je vais reprendre votre idée de tout ce qui est nécessaire de caler, en fait, avant de démarrer, comme vous dites, nos besoins, nous, en tant que formateurs, et les leurs, et essayer de cadrer tout ça. Voilà, très bonne idée. Merci beaucoup. Non, moi, franchement, ça m'a sauvé beaucoup de moments pénibles, donc je suis contente de la partager avec vous. En ce qui concerne les plateformes, il y a un choix, je ne peux pas dire illimité, mais un grand choix d'outils en ce moment-là. Donc déjà, on a d'un côté tout ce qui tient des outils visuels. De tout ce que j'ai expérimenté, j'ai trouvé que le Zoom fait le plus de ce qu'une plateforme doit faire pour les interventions de type formation, qu'on soit clair. Pour d'autres types d'interventions, par exemple tout ce qui tient des échanges en équipe, dans le cadre de l'équipe, les échanges avec un client, tout simplement quand on veut avoir simulé la discussion en face, bien sûr, il y a d'autres qui peuvent être utilisés très bien. Mais pour les formations, j'ai trouvé que le Zoom est le mieux équipé pour les formations. En même temps, mon expérience me dit aussi que il faut qu'on soit muni de au moins une autre plateforme qu'on maîtrise très bien. Pourquoi? Parce qu'on peut se retrouver avec toutes sortes de situations. Par exemple, je me suis retrouvée avec la situation où le Zoom n'était pas accepté en entreprise. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en début de l'année dernière, ils ont eu le scandale lié à la confidentialité des données. Ils ont réglé tout ça entre-temps, donc il n'y a aucun problème à ce moment-là. Mais par contre, il y a des entreprises qui ont pris la décision que Zoom interdit dans la société. Et alors, dans ce cas-là, nous n'oublions pas que nous sommes des formateurs, des intervenants, nous ne sommes pas des commerciaux Zoom. Donc, on ne peut pas insister sur l'outil,
nous, on doit vendre nos prestations. Et dans ce cas-là, il est nécessaire de pouvoir proposer un autre outil. Beaucoup de fois, quand je dis ça, je reçois la question, OK, et quel est le... What's the second best? Quel est l'autre qui est aussi bien? Je dirais que ce n'est pas question de quel est l'autre qui est aussi bien, mais plutôt la première question que moi je pose dans ce cas-là, c'est je demande à l'entreprise, qu'est-ce que vous utilisez déjà? Et s'ils me disent, nous utilisons Zoom, nous utilisons Teams, nous utilisons Skype, nous utilisons WebEx, ok, super, alors c'est ça ce qu'on va utiliser. Parce que c'est plus simple pour moi d'apprendre un outil, ça va me demander une demi-journée, ok, voilà, j'assume, mais c'est plus simple pour moi que j'apprenne un outil avec lequel ils sont déjà à l'aise que les faire eux une quinzaine, une vingtaine, d'apprendre un outil que moi je maîtrise. Donc voilà, c'est ça la logique que moi j'utilise. Excusez-moi, à ce moment-là, est-ce que c'est l'entreprise qui vous fournit la plateforme ou c'est vous qui êtes abonné et qui fournissez la plateforme? Ça dépend. Ça dépend des cas. J'ai eu les deux. D'accord. D'accord. Et les abonnements, alors vous les avez annuels? Non, vous pouvez avoir aussi des abonnements mensuels. D'accord. Ce n'est pas obligatoire d'avoir... Par exemple, pour le Teams, je l'ai pris annuel parce que je l'utilise dans le cadre de discussion avec mon équipe. D'accord. Dans ce cas-là, voilà, je l'assume comme coût annuel. Mais pour les autres, par exemple, quand j'ai dû utiliser WebEx, non, j'ai pris un abonnement mensuel. Tout simplement parce que ça m'a permis, j'ai mon côté control freak qui a besoin d'avoir le contrôle sur l'aspect technique, donc ça m'a permis de m'entraîner suffisamment et de ne pas abuser de leur plateforme. D'accord. Ok. Très bien, merci. Avec plaisir. Ensuite, on a toutes sortes d'outils. Ici, j'en ai mis tout simplement 4 exemples. Dans la formation dont je vous ai parlé, on passe en revue au moins une vingtaine d'outils supplémentaires pour amener de l'interaction dans le digital. Donc, ici, je vous ai mis Mentimeter qu'on va voir tout de suite. Miro qui est un outil dans lequel on utilise des post-it, quizzes, c'est un outil de type qui nous permet de faire des quiz. GameLearn qui est une plateforme de simulation. Donc, finalement, chacun fait ses choix. La seule idée est de réfléchir vers quels sont vos besoins effectivement par rapport à qu'est-ce que vous utilisez déjà comme activité et qu'est-ce que vous avez. Klaxoon, oui effectivement c'est une autre bonne possibilité. Quels sont vos besoins en termes d'activités à proposer et d'avoir toujours des plans B. Parce que de nouveau, tous les outils ne se prêtent pas à chaque type d'intervention et tous les outils ne sont pas permis dans toutes les entreprises. Donc, le mot d'ordre pour le distanciel, c'est le plan B, toujours le plan B. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une question. Excusez-moi. C'est par rapport aux outils que vous avez mentionnés, la Mentimeter, Miro, là précédemment. Voilà. Peu importe. Ça suppose que les stagiaires ont téléchargé ces applications aussi, en fait. Non. Pas forcément. En fait, ça dépend du type d'outils. Par exemple, les outils de type Klaxoon, c'est, à mon avis, c'est beaucoup plus adapté pour tout ce qui tient interactivité dans le cadre d'une équipe, pas nécessairement pour la formation. Il peut être rajouté dans des formations et dans ce cas-là, effectivement, il sera nécessaire que les apprenants ils téléchargent l'appli en amont. Mais pour les applis genre Mentimeter, il n'y a rien à télécharger. On va le voir tout de suite d'ailleurs. D'accord. Et les autres aussi, Miro.com, Quizy, là, tous ceux que vous avez nommés, c'est en règle générale, il n'y a pas besoin de télécharger en fait, c'est ça?
Parfois oui, parfois non. Par D'accord. exemple, Faut Miro, je ne tester. sais pas s'ils ont changé ou pas. En tout début, il était nécessaire de se créer, pas de télécharger, mais de se créer un compte. De se créer un compte. D'accord. Très bien. Ben, Ce merci. qui, effectivement, ça peut poser un problème. Donc, moi aussi, dans les choix de mes outils, je favorise plutôt les outils qui n'ont pas besoin de faire absolument rien que d'envoyer un lien et ça, c'est tout. D'accord, très bien. Merci. Avec plaisir. En ce qui concerne, on ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais en ce qui concerne les activités qu'on peut faire en distanciel, en fait, presque tout ce qu'on fait en présentiel, on peut faire en distanciel. C'est juste avoir les petites différences et à comment le mettre en place. Mais brise-glace, discussion en petit groupe, facilitation en grand groupe, activités de type brainstorming, jeu de rôle, études de cas, que ce soit en format écrit ou vidéo, donc on peut passer aussi des vidéos en distanciel, des activités de type puzzle, sondage et quiz et beaucoup d'autres. Donc tout ça peut être fait en distanciel. C'est pour ça que je disais en tout début, permettez-moi de ne pas être d'accord avec vous quand vous me dites qu'il n'y a pas d'interaction en distanciel. Il n'y a pas d'interaction a priori, mais on peut faire en sorte d'avoir au moins le même niveau d'interactivité qu'on a en présentiel. Et lors de la formation que je vous ai mentionnée, on voit tous ces petits détails de qu'est-ce qui change concrètement quand on passe en distanciel et on propose des vidéos, on propose des jeux de rôle. Donc, qu'est-ce qu'il est nécessaire d'adapter, mais en gardant l'essence du type d'activité. Y a-t-il d'autres questions? J'ai une Oui, question. moi j'ai une question. Ah, pardon. Je voudrais savoir comment, pour les jeux de rôle, comment vous faites. Moi, par exemple, j'ai des participants qui sont soit dans des usines, soit dans les champs. Oui. Et donc, quand j'ai besoin de faire des jeux de rôle, ben, en fait, j'essaie de m'approcher le plus possible de la circonstance champ ou usine. Donc, je les fais bouger beaucoup. Et là, je sens moins bien l'histoire. Vous voyez, Qu'est-ce qui vous gêne concrètement? c'est parce que mes jeux de rôle, je peux mettre 2 participants comme je peux en mettre 5, 6, 7, 8, parce que le management concerne une situation globale et il y a de l'intérêt à mettre plusieurs participants. Par contre, il y en a qu'un sur lequel le manager va observer, quoi. Mais c'est important. Enfin, moi, ce que j'aime, c'est me mettre dans leurs circonstances. Parce que si je ne suis pas dans leurs circonstances, ça tombe tout de suite, quoi. Mais je vois toujours pas où est le problème en distanciel. Je les vois mal, parce qu'en fait, je les mets en situation. Ils font les mouvements qu'ils font généralement. Par exemple, quand j'ai un trieur qui fait, en gros, qui fait une bonne dizaine de mètres, si ce n'est pas 20 mètres. Et en fait, ils se mettent tous à faire des tâches. J'essaie de me rapprocher le plus possible de la situation. Et moi, ça me semble un peu plus compliqué, mais bon. Ça dépend, en fait, ça dépend beaucoup, parce que moi, de ce que j'entends, ce n'est pas nécessairement des jeux de rôle, mais c'est plutôt des simulations, ce que vous me dites. Hein. Pour moi, la simulation sert à faire le jeu de rôle entre le manager et un collaborateur derrière. OK. En fait, oui, effectivement, il y aura, s'ils ne sont pas bien équipés, quand je dis bien équipés, par exemple, en entreprise, parfois, ils ont des caméras intelligentes qui permettent de voir jusqu'à 4 ou 8, ça dépend du type de caméra, personnes à la fois, et ils peuvent se mettre ensemble dans la même salle de conférence. Ça pourrait être, si vous voulez voir l'intégralité de la personne. Il y a aussi les caméras qui bougent au moment où la personne bouge et la caméra suit la personne. Donc ça, c'est une possibilité. Mais si chacun est chez soi, alors effectivement, on assume qu'on ne va pas voir l'intégralité du corps. Parce que j'imagine que chacun ne va pas avoir chez soi une caméra professionnelle.
Et on choisit sur quoi on se concentre. Par exemple, moi, j'anime des formations du commercial, de management, de leadership, où je propose des jeux de rôle. Mais effectivement, on se concentre sur ce qui peut être vu. Mais n'oubliez pas qu'on a la tendance, au moment où on n'utilise pas le corps en entier, d'exacerber un tout petit peu ce qui se passe dans le haut du corps. Donc, si on ne voit pas les pieds qui piétinent, ok, on ne les voit pas, mais d'une façon ou d'une autre, le geste va être transféré dans les bras, dans les mains, dans la gestuelle générale. Donc, il y a des aspects à observer, je vous assure. Ok. Ok, alors, étant donné qu'on est presque à la fin, je vous propose qu'on fasse de nouveau d'une pierre deux coups. Ça veut dire vous montrer l'outil Mentimeter dont je vous ai parlé et en même temps recueillir de votre part avec quoi repartez-vous de cette session. Et alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre votre téléphone. Pas besoin de le cacher, je sais que vous l'avez à la portée de main. D'ouvrir un onglet, un navigateur, ce que vous utilisez normalement. Mentimeter est compatible avec tout. De préférence Google Chrome, mais si vous utilisez quelque chose d'autre, ce n'est pas un problème. Et de taper www.menti.com. Si vous regardez en haut de mon écran, c'est écrit MENTI. Et on va vous demander un code. Le code est 55 69 35 6. Donc 55 69 35 6. Et vous avez la possibilité de mettre 3 réponses. Par contre, il est nécessaire de mettre toutes les 3 réponses avant d'appuyer sur Submit. Submit, c'est envoyer. Et la question est, avec quoi repartez-vous de cette session? J'accepte aussi la réponse avec rien. Si vous jetez un œil sur mon écran, vous voyez que vos réponses déjà apparaissent. Donc voilà, un des avantages de l'outil est qu'on peut faire interagir une centaine de personnes à la fois et ne pas mettre le temps que tout le monde réponde à vive voix. Pardon, excusez-moi, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour écrire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'écrire? Je ne suis pas sûre que pour je écrire. comprends ça. Je n'arrive pas à écrire, je n'arrive pas à... Ok, est-ce que vous êtes allé sur menti.com? Alors, le souci, c'est que je n'arrive pas à me sortir de l'écran de la réunion. Donc, vous prenez votre téléphone. Ah, d'accord, c'est avec le téléphone qu'il faut le faire. Oh, vous pouvez le faire Ok. aussi avec votre ordinateur, mais effectivement, ça va vous demander de quitter la réunion. Pas de quitter la réunion, tout simplement de sortir du mode plein écran pour que vous ayez accès à toutes les autres options de votre ordinateur. Donc, vous n'allez plus nous voir.
Par contre, si vous utilisez Ah, votre ça y est. téléphone, vous nous voyez à la fois. D'accord, ok. D'accord, merci. J'ai tout perdu, ça y est. Voilà, merci beaucoup de nouveau d'avoir joué le jeu. Juste un petit mot sur comment Mentimeter fonctionne. Donc voilà, on tape Mentimeter. Une fois qu'on a créé le compte, on va sur nos présentations. On crée une présentation. Test. On choisit si on veut l'utiliser pour proposer des questions. On choisit, là j'ai choisi multiple choice, c'est pas ça peut-être ce que j'aurais pu choisir. Mais voilà, disons pourquoi les chats ronronnent. On a l'option 1, 2, 3. Voilà, je ne vais pas perdre le temps maintenant. Et on appuie sur Present. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, vous pouvez le voir, c'est très simple pour les participants et même pour nous, si on a une idée qui vient tout simplement pendant l'animation, ça prend exactement le temps que vous avez vu pour créer. Voilà. Alors, merci beaucoup. Êtes-vous curieux de savoir un peu plus sur la formation complète? Oui. Alors, ce que je vous propose est de nouveau une immersion dans le procès entier, comment on transfère le procès entier de formation du présentiel en distanciel. Et alors, concrètement, comment je vais séquencer tout ça? D'un côté, le format, c'est 2 heures, 5 sessions de 2h30, 5 sessions hebdomadaires, avec un travail individuel intersession et un suivi de 40 minutes individuelles après la session. En ce qui concerne les participants, on se limite à 6 participants parce que l'idée est qu'on puisse échanger en profondeur avec tout le monde. Et le but est, si vous êtes d'accord de faire le travail individuel, que vous ayez à la fin une formation prête à déployer. Donc, si vous êtes d'accord de faire tout ce qui tient du travail intersession. Le contenu concret. Dans la première session, on se concentre sur, on revoit le processus, on revient aux objectifs et au séquençage. Dans chaque session, il y aura des outils qu'on va aborder. La deuxième session, on se concentre sur la création du contenu, surtout des activités, et de nouveau, on voit les outils. Pour la troisième session, on part sur l'animation en virtuel à proprement dit, comment doser son énergie, comment gérer les interactions avec les participants. De nouveau, d'autres types d'outils qu'on peut introduire et aussi tout ce qui tient du matériel nécessaire. Parce que de nouveau, passer en distanciel, ce n'est pas avec des coûts zéro. Donc, tout ce qui tient du son, caméra, lumière, ordinateur, une liste à partir du minimum nécessaire jusqu'à comment on arrive vers l'optimum. Pour la quatrième session, le flux de communication et les évaluations, donc qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on utilise pour envoyer les informations en amont, pour identifier les besoins. Ensuite, en fin de session, pour identifier le degré de satisfaction pour tout ce qui tient outils de type quiz et surtout les outils intégratifs pour gérer l'administratif complet de la formation. Donc, toute la relation avec la directe, avec les OPCO, avec le client, comment faire pour passer le moins de temps possible pour tous ces aspects. Et la cinquième session, c'est ma préférée, c'est la session dans laquelle c'est à vous. Donc, chacun des participants va préparer un mini-atelier en gardant
le process dans son intégralité. Donc, envoyer une invitation à tout le monde pour le mini-atelier, envoyer un questionnaire pour identifier le besoin, animer en utilisant le plus d'informations possible de ce qu'on a fait. Et ensuite, bien sûr, à la fin, le petit quiz, la manière choisie pour vérifier la compréhension et le formulaire de satisfaction. Et bien sûr, tout le monde offre un feedback, le but étant d'apprendre le plus possible les uns des autres. Donc, l'objectif concret est d'avoir une méthodologie que l'on peut transférer sur d'autres formations aussi. Très joli, votre chien Muriel. Merci. Je suis désolée. D'ailleurs, dans le cadre du matériel nécessaire pour les formateurs qui passent en distanciel, c'est toujours aussi le ruban adhésif, le scotch pour scotcher Oui, c'est ça. en mode de session. Ben, c'est-à-dire que je suis rentrée du boulot, je vous ai rejoint et j'ai pas encore eu le temps de m'occuper. C'est comme les gamins. Ensuite, un autre objectif, c'est d'être capable de faire un choix judicieux des outils de support et, comme je disais, d'avoir une formation prête à déployer. Concrètement, qu'est-ce que je vous offre? Donc, l'investissement nécessaire, il est de 750 €. Concrètement, qu'est-ce que vous allez avoir dans cet argent? Parce qu'il y a toujours la question, est-ce que je peux le faire tout seul? Oui, vous pouvez le faire tout seul. Si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire tout seul, c'est sans doute. Mais concrètement, ce que je vous offre, c'est du temps. Donc, les dizaines et dizaines d'heures que j'ai mis comparer les différents types d'outils, les utilisations et la meilleure manière que j'ai pu trouver pour les mettre en place. Une structure des choses que vous savez peut-être, mais les mettre de manière structurée. Et bien sûr, les échanges que vous savez qui n'ont pas des prix, avec les autres apprenants et l'atmosphère que j'aime croire que je peux créer, l'atmosphère d'échange où tout le monde aide tout le monde. Donc finalement, il y a beaucoup d'autres choses qui sont apprises, même si ce n'est pas moi qui les fournis. Si c'est peut-être hors taxe ou TTC, c'est hors taxe. En même temps, en tant qu'organisme de formation, on peut facturer sans la TVA. J'ai vu une question sur le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? N'hésitez pas d'activer vos micros. C'est clair. Est-ce que c'est pris en charge? Il y a une question. Oui. Est-ce que c'est pris en charge par les OPCO? Oui. Ou les OPCA? Oui. Sans problème. Par contre, ce n'est pas pris en charge pour le CPF pour l'instant, mais pour les OPCO, aucun problème. Y a-t-il un calendrier? Ah oui, effectivement, y a-t-il un calendrier? La prochaine démarre la semaine prochaine, le 19 janvier. C'est la seule date qui est figée en marbre. Donc, on se voit le 19 à 18 h, heure française. Je l'ai mis en soirée parce qu'il y a parfois des participants de Canada, de Maroc et comme il y a les différences horaires. En même temps, pour les 5 sessions, donc le 19, c'est la fameuse session 0. Et ensuite, pour les 5 sessions, il n'y a rien qui soit figé en marbre. On établit ensemble les dates le 19. Okay. Au total, la durée de combien? C'est-à-dire que les 5 sessions, elles couvrent combien de temps? Donc, 5 multiplié par 2h30, ça fait 12h30. Non, pardon, je me demandais de combien vous les espaciez en fait. Ok. C'est un mois. D'habitude, c'est un mois, mais ça nous est arrivé d'aller un peu plus long d'un mois si on ne trouve pas des dates qui conviennent à tout le monde et qu'on ait un espace de 2 semaines parfois entre sessions. Mais normalement, le séquençage que j'aime tenir, c'est une session par semaine parce que c'est ce qui nous tient quand même engagés.
Tout simplement avoir plus de temps, ça ne signifie pas qu'on ne fait pas que penser à cette formation. Beaucoup de fois, on démarre d'autres activités et on a la tendance d'oublier un tout petit peu. Donc, normalement, c'est un mois. Merci. Merci à vous tous, ça a été vraiment un plaisir. Alors, je vous enverrai les informations par mail, la présentation, et vous allez avoir aussi l'enregistrement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et si je peux vous aider avec quoi que ce soit, même en dehors d'un échange transactionnel, ça va être avec plaisir. Donc, n'hésitez pas. Vous savez comment me trouver. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Merci. Hein. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.